Terra Sylvia, redécouvrez votre lien au vivant. Bienvenue, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir la conférence de Charlotte Rouvrat qui s'appelle Orothérapie, la thérapie des hauteurs. Cette conférence se déroule dans le cadre de l'association Terra Sylvia, qui est un collectif d'écothérapeutes basé sur la France et la Belgique pour l'instant. Et à Terra Sylvia, eh bien, on travaille de plein de façons à promouvoir l'écothérapie avec des publications, de la recherche, de la formation, des ateliers d'écothérapie en journée, en semaine ou en week-end. Et voilà, donc ce soir, c'est Charlotte qui intervient. Charlotte, tu es donc psychologue clinicienne et psychothérapeute. Tu es spécialisée en méditation de pleine conscience. Tu es membre de Terra Sylvia, formatrice en écothérapie. Et puis tu organises aussi des séjours randonnée et méditation en France et au Népal. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir de t'entendre ce soir. Je vais apprendre plein de choses. J'ai déjà mon papier, mon crayon et je suis tout oui, c'est à toi. Super, bah écoute, merci Yann et bonsoir à tous et à toutes. J'ai un peu la pression là quand même pour cette présentation parce que parler d'orothérapie, c'est un petit peu laisser parler mon cœur et donc c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais bon, voilà, je vais le faire avec cœur et aussi avec un peu euh, de, euh, de conscience. Alors, ça va, tout le monde m'entend? Ouais. Ok, C'est bah, c'est parfait. parti. C'est parti pour un petit cheminement en montagne. Alors, j'enlève juste. Ok. Alors, voilà, donc ce soir, j'avais envie de vous parler donc, de l'orothérapie, puisque c'est quelque chose que je pratique depuis quelques années maintenant. Mais aussi, voilà, parler de l'orothérapie, c'est une chose, et parler de la symbolique de la montagne, de la géologie intérieure, et aussi de la fonction thérapeutique du voyage en montagne et de la marche. Donc, ça va vraiment englober tout ça. J'ai volontairement voulu séparer un petit peu l'orothérapie dans son contexte finalement bien thérapeutique des autres parties qui peuvent finalement s'offrir aux amoureux de la montagne et de la nature, euh, comme un voyage finalement qui n'a pas pour but que de soigner euh, ce qui ne va pas. Alors, l'orothérapie, c'est un terme, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un de mes collègues, puisque je suis aussi accompagnatrice en montagne, et un de mes collègues du bureau des guides qui travaille depuis de nombreuses années avec des publics en difficulté, qui a inventé ce terme. Donc, oro, ça vient de orographie, hein, qui veut dire relief. Et donc, littéralement, quand on parle d'orothérapie, c'est la thérapie par le relief. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment le relief et le mouvement peuvent avoir un effet restauratif et thérapeutique dans un environnement spécifique. En ce sens, l'objectif, ça va être de mieux comprendre ce que la perception globale et multisensorielle d'une montagne et plus largement d'un environnement ayant du relief, hein, parce qu'on peut pratiquer même en Belgique. Donc, mieux comprendre ce que la perception globale et multisensorielle d'une montagne et l'expérience de l'ascension et de la descente induisent en nous. Alors, comme je vous le disais, hein, l'orothérapie, ce n'est pas spécifique à la montagne, même si c'est le cadre où elle se pratique le plus et où en tout cas, où pour ma part, je la pratique le plus. Donc, je suis allée chercher sur Internet une photo libre de droit présentant magnifique terril des bassins miniers du Nord. Alors forcément, cette photo, elle n'est pas de moi.
Je n'ai jamais fréquenté l'Étéril, même si je vois bien à quoi ça ressemble. Mais bon, je trouvais sympa voilà, de partager le fait que, en fait, quand on parle vraiment d'orothérapie, enfin, on peut pratiquer ça à partir du moment où on a 40 ou 50 mètres de dénivelé, on peut déjà faire plein de choses et expérimenter plein de choses. Et donc, bah, bien évidemment, ça nécessite de s'interroger un petit peu sur qu'est-ce qui se passe quand je monte, que se passe-t-il quand ma perception du paysage s'élargit, et que se passe-t-il aussi à la descente. En fait, au niveau du corps et au niveau du mouvement psychique, il va se passer plein de choses. Et du coup, l'intérêt, c'est de considérer quand les mouvements et le rythme du corps s'allient au mouvement de la pensée. De sorte, et ça, je le dois entre autres à Égide, à Altenlo, hein, qui a aussi. Alors, il est belge, hein, donc je ne sais pas s'il a réellement expérimenté ça en montagne, mais en tout cas, c'est lui qui a mis un petit peu ça en avant grâce à tout son travail remarquable sur les cognitions incarnées. J'en reparlerai un petit peu plus loin. En gros, si l'on est dans l'analyse du problème, on va plutôt chercher à monter, car lorsque l'on monte, on est un peu plus courbé vers l'avant et le champ visuel est aussi plus vers l'avant, de sorte que finalement, c'est en ce sens où on dit on va pouvoir vraiment faire une sorte de focus sur ce qui pose problème. Et le rythme, forcément, à la montée, va être plus ralenti. À l'inverse, si on est dans la recherche de résolution de problèmes, on va surtout être sur un mouvement descendant avec une vue plus élargie et une posture aussi qui est finalement beaucoup plus droite. Et cela peut avoir tendance à ouvrir au niveau de la créativité. Et sur un mouvement descendant, on va plus vite, à moins que le terrain présente des difficultés techniques particulières. Donc, en ce sens, le fait de voir loin a un effet apaisant, car ça sécurise. Et le fait de voir d'en haut permet de relativiser et de défusionner. Et alors, j'avais envie de vous partager, hein, donc, au travers de cette première représentation de l'orothérapie, de manière très brève, un cas, une petite expérience que j'ai vécue l'an dernier. C'était au printemps, à la même période. Je reçois un jeune, je vais l'appeler Paul, et Paul est placé en MEX. Et donc, il est dans cette MEX depuis déjà un petit peu plus d'un an. Et il vient en consultation depuis 5 ou 6 séances. Et là, il arrive, donc les consultations sont à 13 heures. Il arrive avec l'éducateur qui l'accompagne. Et il a, je ne sais pas si je l'ai dit, il a 9 ans. Et il est assis dans la salle d'attente, et donc je le reçois, et là il me dit, je veux pas venir, je veux pas venir, je veux pas retourner à l'école, je veux pas retourner à l'école, et il est en boucle là-dessus. Habituellement, c'est quelqu'un qui est assez sympa, plutôt compliant, enfin voilà, un jeune avec qui j'ai plutôt une accroche assez sympa, et aujourd'hui, il est vraiment complètement refermé sur lui-même et dans une position de refus. Bon, l'éducateur me dit qu'il est obligé de repartir, donc il me laisse dans la salle d'attente avec Paul. Et du coup, je propose à Paul, je lui dis, écoute, tu n'as pas envie de rentrer, je comprends que tu n'as pas envie de retourner à l'école, tu vas m'expliquer pourquoi, mais voilà. Du coup, je lui dis, si tu veux, on sort, on ne va pas rester là dans la salle d'attente. Et donc, il me dit, bon, d'accord, mais voilà, dans une attitude très, très fermée. Et j'ai la chance, donc, je vis hein, sur Bagnères de Luchon, donc mon cabinet est à 630 mètres d'altitude. Et j'ai la chance d'avoir, dès que je sors du cabinet, de partir sur le haut du village. Et donc là, il y a à peu près 50 ou 60 mètres où on peut marcher en prenant de l'altitude. Et donc, je lui dis, écoute, si tu veux, on va marcher. Et alors, des fois, on sortait, on allait marcher à plat dans les champs. Et là, je lui dis, non, on va monter.
Et donc, on commence à monter, et puis je vois bien qu'il est fermé. Mais je lui dis alors, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas retourner à l'école? Et puis là, ben, Paul commence à me raconter que ça va pas à l'école, ça va pas avec ses copains se moquent de lui, et que du coup, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'un vécu relationnel qui est assez difficile pour lui. Donc, il me raconte tout ça en montant. Et puis, on arrive en haut du village au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Et là, je lui dis, ah tiens, regarde et tout. C'était un jour où il faisait magnifiquement beau. Donc, je lui dis, regarde les montagnes, tu connais leurs noms et tout. Donc, on commence à parler un petit peu des montagnes, des petites plantes qu'il y a autour de nous. Et je lui dis, bah, tu vois, l'école où tu es, elle est juste là, sur notre gauche. Qu'est-ce que ça te fait de voir finalement ce qui te pose problème, de le voir d'en haut? Qu'est-ce que tu en penses là maintenant? Comment tu te sens dans ton corps? Commenter avec ce qui te pose problème. Et là, ben, en fait, ce qui se passe, c'est que Paul, ben, il s'était complètement détendu et finalement, il arrivait à être dans cette perspective de voir les choses ben, vues d'en haut. En fait, ça n'avait pas le même impact. Le fait d'avoir marché, le fait d'avoir mis son corps en mouvement, il était capable, enfin, il avait retrouvé une sorte de sentiment de maîtrise qui lui permettait d'avoir en tout cas à l'esprit qu'il pouvait affronter de nouveau ce qui lui posait problème antérieurement. Et donc, du coup, bah, à la redescente, quand on est redescendu, il est reparti, il est allé à l'école, il n'y avait plus aucun problème. Alors, quand je dis ça, c'est pas magique, hein, mais en tout cas, là, dans cette expérience-là, il a vraiment pu finalement relativiser et défusionner avec ce qui lui posait problème, grâce à ce qui se passait dans l'environnement, mais aussi grâce au fait d'avoir pris de la hauteur. Alors, du coup, bah, le relief, c'est aussi une invitation à la pleine présence. Et cette pleine présence, elle se vit avant tout dans le corps. Pourquoi? Bah, parce que quand on monte en montagne ou euh, quand on est sur un processus ascensionnel, bah, forcément, il va falloir porter son attention sur l'effort qu'on réalise. Parce que si on ne porte pas attention à la manière dont on respire et dont le corps va s'adapter, ben finalement, au bout de 5-10 minutes, on va être essoufflé et petit à petit, on va perdre du plaisir et de l'aisance. Et donc, on va aussi y perdre en termes d'endurance. Et donc là, vraiment, il y a cet intérêt à la fois de pouvoir porter attention à son rythme et à sa respiration, et donc à mettre une sorte d'adéquation, mais aussi sur sa posture. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, quand on est sur une pente, le corps va avoir tendance à plier vers la pente. Et là, l'intérêt, c'est quand même d'apprendre à se redresser un petit peu pour garder une certaine ouverture au niveau de la cage thoracique, de sorte qu'au niveau respiratoire, ça puisse circuler plus librement. Et puis, enfin, ce que j'aime bien dire aussi hein, en montagne, quand j'accompagne des personnes qui n'ont pas l'habitude de pratiquer, ou en tout cas de marcher en, en montagne, je dis souvent, enfin, le montagnard, il incarne une valeur forte qui est la dignité. Et si on est courbé, on ne peut pas incarner cette dignité. Donc, il y a cette idée de se relever et incarner quelque chose au niveau du corps. Et pour la descente, toujours pareil, hein, selon le terrain, ça va demander une forme de vigilance, de technicité, où on va mettre à l'épreuve notre proprioception. Alors bien souvent, on ne s'en rend pas spécialement compte, hein, parce que on va marcher avec une certaine fluidité, parce que bah, on peut avoir en tout cas l'habitude. Mais là, l'intérêt, c'est vraiment, si on se retrouve sur un terrain où il peut y avoir finalement beaucoup des éboulis ou une pente un peu raide, bah, forcément, on va porter une attention qui sera beaucoup plus précise pour pas se casser la figure. Alors, je vous partage hein, vraiment je trouve, pour honorer un petit peu cette dimension de l'orothérapie, une citation d'Étienne Klein. Donc, Étienne Klein, c'est un physicien qui a écrit un petit livre remarquable qui s'appelle Le psychisme ascensionnel. C'est vraiment une pépite à lire.
Et alors, il dit, avoir le sens de la montée permet de ressentir le pouvoir magnétique. L'envie de s'élever est une métaphore de la vie quand nous traversons des périodes difficiles. Ça pourrait correspondre à se tirer vers le haut. Les reliefs, et donc les montagnes, par leur seule existence topologique, sont une invitation pour relever la tête. Voilà, je trouve que ça symbolise assez bien tout ce qu'on peut mettre derrière cette notion d'orothérapie, donc de thérapie par la montagne. Je vous dis ça avec une image qui représente la mer, hein. Il y a le bassin minier sur le haut et puis la mer Méditerranée en bas, avec ses reliefs aussi, mais enfin, ça s'applique très bien à cet endroit-là aussi. Alors, on quitte un peu la basse altitude pour partir un petit peu maintenant en altitude un petit peu plus conséquente. Là, je voulais vous parler peut-être de Franz Schrader, qui est un pyrénéiste de la fin du 19e, début 20e siècle. Alors, un pyrénéiste, c'est quoi? Il existe les alpinistes et puis il y a les pyrénéistes. Alors, c'est un petit peu battle, Alpes, Pyrénées. Je plaisante un petit peu quand je dis ça, mais en gros, on dit des pyrénéistes, la grosse différence, c'est cette alliance entre la dimension sensible et la dimension sportive. Alors que dans l'alpinisme, finalement, il y a ce côté où on va être dans l'exploit sportif. Chez les pyrénéistes, il y a vraiment cette idée de pouvoir partager quelque chose de sensible. Un pyrénéiste, il va redescendre de montagne et il aura à partager quelque chose de ce qu'il aura expérimenté en haut, en altitude. Et donc, Frank Schrader, lui, c'était surtout au travers, c'est un géologue, cartographe, et qui aimait peindre aussi. Et donc, lui, finalement, c'est au travers de ces multiples comment dire, c'est au travers en tout cas de ces activités-là qu'il a pu retranscrire des choses, et notamment les premières cartes et une forme de topographie du milieu montagnard. Et donc, juste dans le pyrénéisme, s'il y avait la formule, hein, ce serait ce qui se disait, c'est ascensionner, sentir et écrire. C'était vraiment les trois mots. Alors, c'est Beraldi, hein, c'est un autre pyrénéiste, hein, qui a défini finalement le pyrénéisme au travers de ces trois termes, ascensionner, sentir et écrire. Et donc, Schrader, j'ai une autre citation de lui qui viendra un petit peu plus loin, mais il disait au-delà d'une certaine altitude, on ne peut nourrir de mauvaises pensées. Alors, dans la dimension historique et symbolique, hein, du rapport à la montagne, il y a plusieurs choses. Chez les peuples premiers, hein, la montagne, elle représente la mère, le père, le gardien. On dit aussi c'est le domaine des dieux ou la jonction entre le ciel et la terre. On y voit aussi l'archétype du sacré. En Himalaya, tout le monde connaît l'Everest, hein, et finalement l'Everest, c'est Georges qui a appelé l'Everest de son nom, Georges Everest, puisque c'est lui qui avait découvert, ou en tout cas qui avait pu mettre en lumière son altitude. L'Everest, dans son nom tibétain, ça s'appelle le Chomolungma, qui veut dire la déesse de l'univers. Et en népalais, l'Everest s'appelle Sagarmatha, et Sagarmatha, c'est la déesse du vent. Donc voilà, tout ça pour vous parler un petit peu de ce rapport au côté sacré et à ce côté où on est vraiment dans le domaine des dieux, hein. Il y a énormément de sommets, alors que ce soit en Amérique latine, il y en a aussi. Je ne saurais pas les nommer. Et au Népal, un des sommets emblématiques pour les Népalais, hein, c'est le Macha Puchre.
et il fait partie des sommets dont l'ascension est interdite. Alors, toujours de nos jours, hein, dans les montagnes, on considère que c'est un univers de pureté, de silence, de solitude. C'est aussi un lieu de quête et de grandeur. C'est un symbole de transcendance. Et c'est aussi un pèlerinage, une sorte de conquête ou de quête spirituelle. Mais alors, petit détail, hein, dans les années, enfin, au XVIIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle, la montagne, en tout cas en Europe, elle pouvait aussi être perçue comme étant maléfique. Elle faisait peur parce qu'elle était impressionnante. Et finalement, il n'y avait pas d'attrait pour cet univers-là. Elle était plutôt considérée voilà, comme quelque chose qui pouvait être effrayant. Et à cette période-là, il y avait juste bah, finalement les chasseurs hein, qui allaient explorer cet univers-là. Alors, je ne pouvais pas faire l'impasse de John Kabat-Zinn, hein, qui est en quelque sorte le père fondateur hein, de la pleine conscience ou de la méditation laïcisée. Parce qu'aller en montagne, c'est toujours, enfin, à mon sens, en tout cas, une forme de méditation. Et en ce sens, hein, les montagnes, elles incarnent cette capacité à pouvoir se relier, à sentir une forme d'harmonie. Et elles incarnent aussi cette dureté et cette majesté. Par leur simple présence, elles dominent tous les paysages de notre planète. Leur nature première est le roc. Et du haut de la montagne, on peut avoir une vision panoramique à l'échelle de la Terre, d'où l'on en perçoit l'enracinement fragile mais tenace de la vie. Alors, toujours dans la symbolique des montagnes, j'avais à cœur de vous parler d'Arnenès. Arnenès, c'était un philosophe norvégien et aussi un alpiniste qui était vraiment féru d'alpinisme. Et pour lui, la montagne, elle revêt vraiment une symbolique qui est plutôt paternelle. Ça renvoie à l'idée de quelque chose qui surplombe et à quelque chose qui n'est pas menaçant pour lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans sa pensée et dans sa manière de pratiquer la montagne. Pour lui, enfin, il allait en montagne quasiment tous les week-ends dès ses 25 ans. Alors, je dis dès ses 25 ans parce que c'est à partir de cet âge-là où il s'est construit une cabane en montagne. Et il passait beaucoup de temps pour écrire, pour méditer et pour réaliser quelques ascensions, notamment de l'escalade. Et lui, donc, il y voyait vraiment une forme d'identification dans la montagne et dans le rapport qu'il entretenait avec elle. Et notamment du fait qu'il a perdu son papa très tôt, je crois que c'était avant ses 2 ans. Et donc pour lui, il y avait quelque chose vraiment de très fort à aller dans cet univers et pour y retrouver finalement quelque chose qui lui donnait une forme de contenance et à laquelle il pouvait y trouver une identification. Et alors, plus ou moins en lien, mais pour Aldo Léopold, qui est un penseur et un écologiste américain, qui date plutôt des années 1900-1940, qui a écrit donc cet essai qui s'appelle Penser comme une montagne. Et en fait, si j'en parle, c'est parce que c'est vraiment un des éléments qui a permis de considérer l'émergence de l'écologie profonde. Et Arnona s'est aussi beaucoup inspiré de ses propos. Et donc, pour eux, c'était vraiment une manière de repenser le rapport entre l'homme et la nature et pas comme quelque chose de séparé, mais au contraire quelque chose comme étant finalement un lien ou quelque chose qui est de l'ordre de l'inséparable. Pour Arnenès, hein, il dit, enfin, quand il escaladait, enfin, quand il était en montagne, pour lui, il y avait vraiment cette idée de faire corps avec la montagne, hein, qui avait quelque chose de très inspirant et de très nourrissant pour lui.
Donc, toujours dans cette dimension symbolique, hein, on pourrait dire, si je devais synthétiser la représentation qu'on peut avoir de cet univers montagnard, on pourrait dire c'est un espace de liberté. C'est aussi un sanctuaire. C'est un espace pour apprendre à toucher ses limites aussi. Ce sans quoi ça peut mettre notre vie en difficulté. C'est aussi une rencontre avec la nature sauvage et préservée. Et enfin, c'est un lieu d'expérimentation du beau et du sublime. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de partir un petit peu plus, maintenant qu'on a vu de manière globale un petit peu comment on pouvait se représenter la montagne dans sa dimension symbolique. Là, on va rentrer vraiment au cœur des roches, au cœur du minéral, quelques instants. Peut-être pour mieux comprendre notre géologie intérieure. Alors, juste une petite image, je ne suis pas géologue, c'est pas mon domaine d'excellence, mais en tout cas, je trouvais que c'était important voilà, de vous parler un petit peu des roches en tant que telles, pour vous parler de notre propre géologie intérieure. Donc, en gros, il existe trois types de roches. Donc, il y a les roches magmatiques, hein, donc c'est celles qui sont le plus loin, hein, enfin, en tout cas, le plus profond dans la croûte terrestre. Ensuite, on a les roches métamorphiques, hein, qui correspondent entre autres au schiste et au gneiss. Et on a les roches sédimentaires, hein, qui sont plutôt les roches de surface. Et je vais vous parler plus précisément des Pyrénées, puisque c'est le terrain que j'affectionne le plus. Et au corps de la chaîne, en fait, des Pyrénées, donc la chaîne des Pyrénées, elle s'étend sur à peu près 430 km d'est en ouest et entre 50 et 150 km en nord-sud. Et au cœur de la chaîne, on va retrouver finalement les roches magmatiques et métamorphiques. Et plus sur les bordures, hein, ce qu'on appelle en piémont, on va retrouver des roches sédimentaires. Donc souvent, c'est plus du calcaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à l'ère tertiaire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la plaque ibérique est venue sur la plaque continentale, la plaque européenne, et c'est avec un frottement. Alors, je fais volontairement ce mouvement-là, on appelle ça un phénomène de subduction, où il y a une plaque qui vient sur l'autre. Et ce qui se passe, c'est que quand une plaque vient sur l'autre, il se trouve que on va retrouver en tout cas des roches sédimentaires, c'est-à-dire des couches de calcaire. On voit ça très bien du côté du Mont Perdu, hein, qui est un magnifique sommet des Pyrénées côté espagnol. Et on va retrouver donc des couches comme ça de roches, de roches calcaires puis métamorphiques. Et par-dessus, on va retrouver des roches donc plus anciennes, magmatiques. Et donc, c'est vraiment lié à ce phénomène de subduction d'une plaque qui est venue sur l'autre. Et, et finalement, c'est ce qui fait qu'on peut retrouver donc au cœur de la chaîne, quand on se balade en montagne, on va retrouver ces roches qui viennent du magma. Bon, j'espère que c'est assez clair. Alors, les roches magmatiques. Ce que je vous propose peut-être, avant de lire, c'est juste de fermer les yeux pour vous laisser justement guider et voir quel est votre magma, comment ça se passe à l'intérieur de vous, au niveau de votre propre géologie intérieure, juste en imaginant donc que vous êtes une montagne. Et peut-être de vous poser la question de, c'est quoi votre roche magmatique? C'est quoi qui en vous demeure inébranlable? Quelles sont ces ressources profondes qui font que vous pouvez trouver une stabilité, un ancrage dans la croûte terrestre? Quelle est cette pulsion de vie qui vous habite et qui vous anime pour affronter les tempêtes, pour faire face?
Qu'est-ce qui bouillonne en vous? Quelle est donc cette énergie venue des entrailles de la terre? Et puis toujours peut-être en gardant les yeux fermés, je vous propose maintenant de vous interroger sur votre roche métamorphique. Ces roches qui se sont métamorphosées, cette partie de vous qui a évolué, qui s'est transformée, qui s'est métamorphosée en fonction de vos échecs, de vos réussites, de vos rencontres, en fonction de l'amour que vous donnez, que vous recevez. Voyez comment ça s'est transformé en vous. Quelle est cette partie de vous qui évolue et qui continuera d'évoluer? Et enfin, plus proche de la surface, voyez ces roches sédimentaires, ces roches qui peuvent s'effriter, s'éroder. Qu'est-ce qui en vous demeure vulnérable? Quelle est cette part poreuse, à bon ou mauvais escient, cette part influençable, à bon ou mauvais escient? Qu'est-ce que vous donnez à voir? Puis quand c'est OK, je vous invite à réouvrir les yeux, peut-être à revenir dans la géologie de la montagne, en lien avec votre propre géologie intérieure. Alors, j'ai fait une bêtise. Je ne sais pas si ça se voit. J'ai perdu ma page. Ah non, ça y est. Donc, en ce sens, la géologie intérieure et donc le fait de marcher en montagne peut être une invitation pour aller visiter un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de soi. Comment je peux, en regardant finalement un pierrier, c'est-à-dire une zone d'éboulis ou une zone bien solide en montagne, comment cela peut résonner avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, avec cette partie qui est bien ancrée, avec cette partie magmatique, ce qui s'anime en l'intérieur de moi, et puis aussi avec ces autres parties qui peut-être s'effritent. Aller visiter ces parts de soi. Alors volontairement, j'ai marqué soi avec un petit s et avec un grand S. Le soi avec un petit s, on pourrait dire, c'est la partie liée à l'ego. Et le soi avec un grand S, on le doit à Arne Naess. C'est le soi étendu. Quelque chose qui est plus grand et qui fait justement qu'on peut se sentir pleinement relié dans cet univers. Où on n'est plus seul avec notre petit ego, mais on fait partie de cet environnement. Donc aller visiter ces parts de soi pour les considérer, les respecter, et aussi peut-être les mettre à jour, de sorte que arpenter les chemins parfois périlleux de la vie peut être plus aisé. Alors pour continuer sur cette idée de travailler, de renégocier, d'aller explorer sa géologie intérieure, dans les récits d'alpinistes, de randonneurs,
La motivation à se confronter au relief et à s'élever trouve sa source dans une dimension souvent spirituelle de l'être, dans le besoin de donner du sens à sa vie, en revenant sans doute à l'essentiel. La montagne offre la possibilité d'améliorer la connaissance de soi. Et ça, ce propos, donc, je le dois à Bernard Ramy, hein, qui est un spécialiste des sciences cognitives et un alpiniste aussi, qui finalement, c'est un contemporain c'est un des rares à avoir travaillé sur justement l'effet de l'altitude et des pratiques en montagne, notamment chez les alpinistes. Et la montagne peut nous aider à réapprendre l'essentiel à la fois sur soi, sur les autres et sur le monde. Et ce propos, donc, on le doit à Blaise Agresti, qui est un ancien secouriste du PGHM. Alors, j'avance un petit peu, je ne sais pas, 20h12, ça va. Donc, petite question que vous pouvez vous poser en regardant ces deux images. L'idée, c'est de savoir dans quel paysage vous préférez être. Est-ce que vous aimez les alpages de moyenne montagne aux formes douces et arrondies, accueillantes, ou est-ce que vous préférez les arêtes effilées, c'est-à-dire un espace minéral avec peu de végétation? Et donc, par rapport à cette image, par rapport à cette question plutôt, l'idée, c'est de se dire que si on aime plutôt les alpages de moyenne montagne, on est plutôt dans une philosophie, on se laisse inspirer par la philosophie kantienne. Et à l'inverse, pardon, par la philosophie nietzschéenne, alors que si on aime les arêtes effilées, on est plus sur une philosophie kantienne. Alors, je passe maintenant à la fonction thérapeutique du voyage en montagne. Et là, j'avais à cœur, enfin, cette image, pour moi, elle est splendide et elle incarne un oiseau que j'affectionne particulièrement. C'est un gypaète. On dit hein, du gypaète, c'est un casseur d'os. Il est le dernier dans la chaîne alimentaire. Des comment dire ça? Il récupère en fait, donc c'est un charognard, et il va récupérer des morceaux d'os. Il va repartir en altitude et en les jetant de très haut, de sorte que les os se cassent en plusieurs morceaux et ensuite il les mange. Il a dans ses sucs digestifs une enzyme particulière qui lui permet d'assimiler le fait de manger des os. Ouais, c'est un oiseau emblématique parce que c'est le plus grand, tout au moins sur la chaîne des Pyrénées, hein, puisque après lui, il y a le condor, mais ça, on n'en a pas dans les Pyrénées. Alors, j'aime beaucoup cette idée de dire que finalement, un voyage en montagne, il peut être thérapeutique. Alors, il peut être autre chose aussi que thérapeutique, mais finalement, au travers de mon expérience, je me rends compte que même des personnes que j'accompagne en montagne et qui sont plus ou qui ne seraient à la base que sur une dimension d'exploration ou de dépassement de soi, il va y avoir vraiment quelque chose de profond qui peut se jouer. Et alors, ce qui me fait dire ça, c'est lors du dernier séjour que j'ai co-animé, co-organisé au Népal. Donc, c'était un trek et méditation. Et une des participantes, la plus jeune, donc Chloé, 26 ans,
qui vient avec voilà, ce besoin de pouvoir se dépasser et de faire un petit peu le point sur elle-même. Donc voilà, pas forcément dans quelque chose de thérapeutique à proprement parler. C'était intéressant parce que finalement, un de ses témoignages, c'était de dire, a posteriori, au début du séjour, donc elle prenait des notes tous les jours. Pour elle, c'était vraiment important, un petit peu dans sa dynamique en introspection. Les premiers jours, lorsqu'elle prenait des notes, après les temps de marche, finalement, c'était assez descriptif, hein, c'était plutôt ambiance un peu guide du routard. Et elle s'est rendue compte que au fil du séjour, au fil des temps de marche et des temps d'immersion en montagne, finalement, son propos, son récit avait beaucoup plus de profondeur au niveau de l'introspection et de la richesse qu'elle pouvait livrer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, un voyage en montagne, c'est une opportunité pour passer du soi au soi, c'est-à-dire pour passer de l'ego au soi étendu. Et alors là, je vous repartage une citation que j'aime beaucoup de Schrader, qui nous dit: «Si les civilisés, les raffinés, n'ont toujours pas compris la montagne, en revanche, les primitifs, les simples, les naïfs, l'ont toujours sentie. Ils ont vu en elle une des grandes manifestations de la nature. Ils voyaient dans les monts le séjour de lumière, de la pureté et de la divinité. Échapper aux brumes d'en bas, s'élever au-dessus de la vie et de ses pesanteurs, nager en pleine blancheur. N'était-ce pas ça, s'élever au-dessus de l'humanité?» J'aime beaucoup cette citation et peut-être je l'aime d'autant plus quand je me sens ébranlée par les temps chaotiques que nous traversons. Euh, Peut-être sur le plan politique ou autre, mais voilà, en tout cas, elle me fait beaucoup de bien et c'est une des raisons pour lesquelles j'affectionne aller en montagne. Et alors, l'image que je vous partage, c'est en parallèle de cette citation, c'est une photo qui a été prise ce week-end, euh, où justement j'accompagnais un groupe. Alors, donc toujours hein, dans ce voyage au cœur des montagnes, dans l'intimité. Euh, la question peut-être qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se révèle de moi? L'ascension peut-elle autoriser à renouer avec notre intériorité et avec ce qu'il y a de plus vibrant et de plus vivant en nous? Que se passe-t-il en écoutant les vombrissements du torrent? À quoi cela peut faire écho de ma propre agitation intérieure? Puis-je renouer avec ce qui me vitalise en longeant la rivière, le torrent? Le calme et la quiétude du lac peuvent-ils nourrir ma capacité à m'apaiser? J'ai mis tout ça sous forme de questions. Alors pour moi, ce ne sont pas forcément des questions, mais ce sont des évidences. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment peut-être de vous inviter à voir, à expérimenter, justement quand vous allez en montagne ou quand vous vous retrouvez au bord d'un ruisseau ou d'un torrent, d'identifier qu'est-ce que ça fait à l'intérieur et finalement, quelle résonance on peut y trouver, que ce soit par rapport à l'agitation ou par rapport au fait de se sentir régénéré ou revitalisé. Alors, je vous parlais tout à l'heure hein, de Bernard Ami qui a écrit donc sur la montagne un de ses livres remarquables qui s'appelle «Ceux qui vont en montagne». Et alors, il a recensé les valeurs ajoutées, ce qu'il appelle les valeurs ajoutées des pratiques de la montagne. Et je trouve que c'est une manière vraiment intéressante pour considérer finalement tout ce qu'on peut retirer de cet univers, que ce soit au travers de la marche ou d'autres activités, hein. Ça peut être l'alpinisme, ça peut être le ski de randonnée, ça peut être à l'occasion de faire des raquettes ou autre.
Alors, dans ces valeurs ajoutées, il nous parle des plaisirs esthétiques suscités par les beautés du monde de l'altitude, les valeurs de l'effort sportif, des émotions liées au sentiment de plénitude et à la découverte des limites psychologiques aussi. Et on retrouve aussi la solidarité et la reconnaissance sociale du groupe de pratiquants. On peut aussi ressentir une impression de fusion avec la pleine nature. C'est ce qui participe, à mon sens, à ce que Arne Naess appelle le soi étendu. Certains parlent aussi d'expériences d'états psychiques visionnaires, hein, et quand on passe plusieurs heures à marcher en montagne, on peut effectivement avoir des sortes de fulgurances, hein, une créativité accrue, mais voilà, qui peut même aller au-delà. Il y a aussi cette valeur liée au courage de la prise de risque raisonnée et assumée. Ce peut être aussi, hein, comme valeur, le développement de l'esprit d'entreprise et d'initiative, l'apprentissage de l'autonomie et de la responsabilité, heu, avec ce sentiment de liberté, hein. Alors, j'aime beaucoup cette idée d'apprentissage, de l'autonomie parce que, aller en montagne, ça s'improvise pas, hein, c'est quelque chose heu, qui s'apprend, hem, grâce à l'expérience et grâce à un réseau, que ce soit, au travers des conditions météo, que ce soit, au travers de la connaissance, du milieu, parce qu'on n'évolue pas de la même manière dans un milieu forestier, dans un milieu, minéral. Ensuite, une des autres valeurs, hein, c'est la recherche des limites, physiologiques, avec cette découverte, hein, de l'endurance et de la persévérance. Et enfin, pour finir, au niveau de ces valeurs, peut-être il y en aurait d'autres, hein, mais en tout cas, celles-ci, je trouve qu'elles sont vraiment caractéristiques de ce que moi je peux expérimenter avec les groupes que j'amène en montagne. Et donc, le dernier, hein, c'est ce sentiment de ressourcement physique et psychique. On peut parler de purification, de renforcement de l'estime de soi. Je vois pas, vos têtes. J'espère que ça va, que je suis pas, trop longue ou trop rapide. C'est un peu le côté, handicapant, avec Zoom et avec une visioconférence, c'est que je peux pas voir tout le monde pour savoir un petit peu comment ça se passe. Donc bon, je fais confiance. Donc toujours, hein, dans cette idée de, finalement, voyager en montagne, que ce soit quelques heures ou quelques jours, je trouve que c'est important de s'interroger sur, finalement pourquoi? Pourquoi j'y vais ou qu'est-ce qui me motive à y aller? Heu, en psychologie du sport, on différencie, 2 types de motivation. Il y a ce qu'on appelle les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. Et on dit, hein, de la motivation intrinsèque, c'est, on va, être plutôt dans une recherche de dépassement de soi. Il y a, quelque chose de l'ordre de la quête, de sens personnel, qu'on pourrait formuler par le fait de se parler à soi-même. Alors que dans la motivation, extrinsèque, ça va renvoyer, plutôt à une image, valorisée de soi. Donc c'est plutôt cette idée de faire parler de soi, hein. Quand je suis au sommet, que je prends, un selfie, de moi au sommet et que je, dépose ça sur les réseaux sociaux, je suis plus sur une motivation extrinsèque. Mais bien évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais en tout cas, l'idée, c'est intéressant de se dire, finalement, dans quelle posture ou à quel moment je me situe, sur, une motivation intrinsèque, ou extrinsèque. Et à partir de cette motivation, l'idée, c'est de dire, peut-être à partir d'une forme de déconnexion, on va pouvoir aller se reconnecter. En ce sens, cheminer en montagne, ce serait peut-être une possibilité pour, soigner ces liens, le lien à soi, le lien aux autres, le lien aux vivants et aussi aux non-vivants. C'est aussi une possibilité pour, restaurer son sentiment, d'appartenance et pour préserver la nature autant que notre propre, nature.
Alors, voyager en montagne, c'est aussi pouvoir, d'une certaine manière, habiter sa montagne intérieure. Euh, et si je devais synthétiser ça en quelques mots, hein, ce serait au travers de cela. C'est pouvoir se mouvoir pour restaurer sa verticalité, sa dignité. C'est pouvoir aussi restaurer ou activer son sentiment de maîtrise. J'aime bien cette idée de s'empuissancer, hein, ce qu'on appelle l'empowerment. Alors, pas dans sa version managériale, hein, mais plus précisément dans le fait de venir restaurer et aller chercher quelque chose qui est de l'ordre de notre puissance et de notre potentiel intérieur. Donc, c'est aussi pouvoir renouer avec la capacité à s'émerveiller. C'est aussi selon le rythme de marche et aussi les temps de contemplation, hein, les temps où on peut être assis face à un paysage. C'est aussi une manière de s'apaiser. Aller en montagne, c'est aussi pouvoir se confronter à sa vulnérabilité, hein, parce que la montagne, elle est toujours plus grande que nous. Et c'est donc renouer, hein, j'insiste vraiment sur le fait de renouer avec ce sentiment d'appartenance, d'appartenir à plus grand que soi. Et je trouve que l'univers montagnard, il offre vraiment de manière remarquable cette possibilité. Alors, voyager en montagne avec cette idée de relief, hein, c'est aussi pouvoir déployer son semchuk. Alors, c'est quoi le semchuk? C'est un mot tibétain, hein, c'est ce qu'eux appellent un entraînement de l'esprit, hein. Donc, sem, c'est l'esprit et chuk, c'est la force. Et donc, c'est cette idée finalement d'entraîner sa force intérieure. En gros, c'est pouvoir transformer la vision d'un problème, d'une difficulté, pour y déceler une possibilité d'exploration, de changement pour renforcer donc une qualité intérieure. Donc s'inspirer du Semchuk, hein, comme d'une cognition incarnée où le corps peut nous autoriser à expérimenter l'effort d'une manière adaptée. Et alors j'ai volontairement mis une image en lien avec une retraite randonnée et méditation que j'ai eu la chance de réaliser en co-animation avec Thomas Busini. Et là, on était sur une partie, alors ça se voit peut-être pas trop, mais le relief était quand même assez marqué. Et c'était un moment assez particulier parce que, alors on voit au fond, c'est Thomas, alors il n'est pas à la traîne parce qu'il est essoufflé, hein, il est à l'arrière parce qu'il prend son temps et il a bien raison. Et alors, c'était une expérience assez particulière parce que dans le groupe, il y avait une personne le matin qui se sentait pas, qui a dit non, non, mais moi, aujourd'hui, ça va être trop pour moi, je vais pas y arriver. Et en fait, l'idée, c'était de dire si, si, tu viens et on va tester, on va expérimenter. Euh, voilà, avec un petit peu la force du groupe, hein. Donc le Semchuk, il était aussi lié à la force du groupe, mais pas que. Et alors, c'était vraiment un moment particulier parce que on est monté à un rythme, mais d'une lenteur qui était extraordinaire. Et donc, c'était moi qui étais devant. Donc, j'essayais vraiment d'aller le plus lentement possible donc pour une des participantes. Donc, je la nomme, hein, pour Joël. Et je la nomme parce que à l'issue de la retraite de rando méditation, le nom du groupe qu'on a fait sur WhatsApp, on l'a appelé Merci Joël. Et pourquoi Merci Joël? Parce que grâce à Joël, chaque participant a pu expérimenter la marche la plus lente qu'ils avaient jamais expérimentée.
ce qui leur a permis de vivre finalement des moments qui étaient assez forts en termes de capacité d'aisance dans l'effort avec le relief, mais aussi de capacité à pouvoir explorer plus aisément tout ce qui se passait dans l'environnement, notamment avec le paysage qu'on voit derrière, qui représente donc un des panoramas de la chaîne des Pyrénées. Et donc, Joëlle, elle était dans un effort où elle a déployé finalement tout son Semchouk, donc, et grâce au groupe aussi qui la soutenait derrière. Et voilà, c'était vraiment un moment assez particulier où je pense tout le monde en garde un souvenir assez mémorable et remarquable. Et donc, en ce sens, finalement, que ce soit pour Joël, pour le groupe ou pour bon nombre de situations dans la vie, on peut apprendre à déployer notre Semchouk et donc à déployer finalement un effort adapté qui peut devenir joyeux et qui peut aussi nous renforcer dans notre capacité à faire face aux obstacles de la vie. De sorte que on l'incarne dans le corps au travers de cette expérimentation-là. Alors, après le Semchouk, l'effet waouh. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement bien souvent sur les séjours. Euh, tous les soirs, on a soit un conseil des sages, soit un moment où on va parler, partager notre waouh du jour. Donc, le waouh, c'est cette exclamation qu'on peut avoir face à un paysage fantastique. Et le waouh, alors, en fait, c'est aussi un objet d'étude en psychologie positive, où il est dit que ça agit comme une émotion à décortiquer pour comprendre en quoi le fait de se sentir plus petit nous transforme de l'intérieur. Et alors, on doit surtout à une Américaine, à Michelle Lani-Ciotta, qui a travaillé sur le wow et qui le définit de la manière qui suit. Pour elle, c'est comme une réponse émotionnelle à des stimuli physiques ou conceptuels qui défient notre cadre de référence et qui ne sont pas encore intégrés dans notre compréhension du monde. C'est pour ça que le wow, c'est quelque chose qui vient nous surprendre et qui vient nous déloger un petit peu de notre représentation du réel. Et j'aime beaucoup cette citation qu'elle partage. L'effet waouh est comme un lieu d'espoir où les humains et la nature auraient un point commun, se faire du bien l'un l'autre. Donc, après le waouh, une fois qu'on l'a bien intégré finalement dans le corps, le waouh, le Semchouk, finalement, on est OK pour considérer les bénéfices psychologiques qu'on peut retrouver d'un séjour en montagne. Et alors, je voulais vous proposer les propos de Reynold Messner, qui est un des plus grands alpinistes du XXe siècle et qui est encore vivant, ce qui est assez rare parce que, alors je dis c'est assez rare parce que il fait partie de ceux qui ont gravi les 14 plus hauts sommets de la planète, des 14 8000. Et comme bon nombre d'alpinistes mettent souvent leur vie en jeu, lui, finalement, il est allé toucher ses limites de nombreuses fois et il est revenu. Et d'ailleurs, à l'issue de ses exploits en haute altitude, il s'est pris d'affection finalement pour le trekking, pour la randonnée. Donc, il est revenu à quelque chose de plus, finalement, de plus acceptable pour son corps et pour sa vie. Et alors, au travers d'un de ses derniers ouvrages qui s'appelle donc « Il faut sauver les montagnes »,
J'aime beaucoup la formulation de sa pensée. Il nous dit: «La pensée s'élargit avec l'horizon et les réflexions qui viennent en avançant ne sont pas les mêmes à la montée et à la descente. Et elles sont toujours constructives. À chaque pas, ma position dans la montagne se modifie en même temps que ma vision du monde. Et le regard que je porte sur ma propre vie se transforme lui aussi. Nous avons une aptitude rare en cheminant sans hâte et sans parler dans la nature vierge. Nous apprenons à mieux nous connaître. Dans la lenteur et le silence, nous prenons pleinement conscience de notre être. Ainsi, peut-être pour petit à petit arriver à la fin de mon propos, euh, j'aime bien considérer cette idée de la montagne, donc de la racine à la cime, et je vous ai mis un joli petit isard pyrénéen. Et c'est un peu un lisard, c'est vraiment, l'emblème, une des emblèmes aussi pyrénéennes et la particularité de l'isard, c'est, ce que j'aime bien en tout cas chez lui, c'est, sa capacité à s'adapter, et à évoluer sur un terrain, qui est parfois, très chaotique, hein, dans le monde, minéral et pour rester, finalement en vie, hein, parce que l'hiver, s'il restait sur les hautes altitudes à plus de 2000 ou 2 500 mètres, finalement, il aurait beaucoup de mal, avec, les quantités de neige qu'il peut y avoir et il réalise ce qu'on appelle une migration altitudinale. Donc l'été, finalement, il va, sur les hauteurs où là, c'est le roi de la montagne. Et l'hiver, finalement, il redescend plus au niveau, forestier pour se protéger. Et donc, je reviens, hein, plus, à cette idée de la montagne, de la racine à la cime. Un paradoxe qui se vit, dans le corps et dans le mouvement, ascensionnel. Finalement, c'est parce que l'on va s'incliner, à la déclivité, c'est-à-dire à la pente, que l'on peut s'élever. C'est peut-être parce que l'on est capable de visiter nos profondeurs, que ce soit nos émotions, ce qui nous agite ou ce qui, nous met en mouvement, que nous pouvons nous élever et nous éveiller à ce qui est plus grand que nous. C'est peut-être une manière de retrouver, de la clarté, de la fluidité dans cette, mouvance du corps, du souffle et de l'esprit. Et enfin, j'ai découvert ce mot il y a pas très longtemps, la nitescence et je le trouve très beau. La nitescence de la montagne et la nitescence intérieure. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein, la nitescence? C'est vraiment, notre éclat, notre, lumière et à la fois je le pose sous forme de question, mais pour moi c'est peut-être une réalité que je vois en tout cas dans l'éclat, des personnes que j'accompagne en montagne. La question donc est si l'expérience de la montagne était une opportunité pour, s'élever, pour se relier et enfin pour se révéler et pour révéler notre éclat. Je vous remercie, de votre attention en vous partageant une petite, citation, que j'aime beaucoup, mais qui est restée, sans nom. Vous avez atteint le sommet lorsque vous pouvez regarder en arrière avec clémence, en avant avec espoir, vers le bas avec compassion et vers le haut avec gratitude. Waouh. Merci beaucoup, Charlotte. Quel voyage!